Fort, ici, aujourd'hui, tu vas nous parler du géocaching. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare? Ah, ce nom, il n'est pas si barbare que ça. C'est un mot géo comme la Terre, et puis caching comme caché, mais à la mode américaine. La première chose, c'est qu'il s'agit d'un jeu. Ce qui est important, c'est que c'est un jeu et non pas ni un concours, ni autre chose. Ce jeu, il se pratique à tous les âges. J'ai l'habitude de dire à partir de 3 ans, mais quelquefois moins, en famille, bien sûr, parce qu'un petit gamin de 3 ans ne peut pas faire ça tout seul. Et je ne connais pas de limite d'âge supérieure. La personne la plus âgée que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant, vraiment rencontrée sur le terrain, avait 84 ans, il y a 2 ans, donc voilà, je pense qu'elle pratique toujours. Voilà, alors c'est une activité qui a 2 aspects. La première, c'est que ça se pratique sur le terrain, en plein air. Mais avant ça, on a toute une phase de préparation qui, elle, se pratique à la maison, au bureau, devant un ordinateur. Et voilà, et c'est la réunion de ces deux qui est particulièrement attractive parce qu'on peut préparer, par exemple en hiver ou les jours de mauvais temps, des sorties, des balades, qui sont soit des petites sorties, soit des randonnées, selon les goûts de chacun. Alors, le principe de base, si je comprends bien, c'est cacher des objets dans la nature. Oui, c'est ça. C'est des petits objets, des petites boîtes qui sont cachées dans la nature et qui sont repérées par leur position GPS. Donc c'est un jeu qui est né au début des années 2000, après la libération des satellites militaires américains, donc le fameux GPS. Et donc elles sont repérées de cette façon-là, et elles sont disposées à des endroits qui sont toujours des lieux publics ou assimilés, et qui sont, comment dirais-je, qui sont dignes d'un intérêt particulier, souvent très très local, mais ça va être l'occasion de découvrir un lavoir, une croix, une fontaine, une église, un château, ou que sais-je. Il y en a évidemment dans la région de Versailles, mais il y en a aussi au lavoir de Moins et au sommet de la colline du Calvaire à Montbrison. De même que on en trouve un peu partout sur les sentiers de randonnée. C'est un jeu mondial. Aux dernières nouvelles, il y a un peu plus de 3 millions de boîtes cachées dans le monde. Donc ça commence à faire un beau champ de recherche pour les amateurs. 3 millions de boîtes, et combien de participants? Alors, je ne connais pas le nombre de participants. Je pense que chaque boîte est visitée par de nombreux participants, mais comme chaque participant visite plusieurs boîtes aussi, c'est très difficile de savoir. On est probablement des dizaines de millions à agir dans ce domaine. Dans le monde, j'entends. Hein. Plus localement? Alors, plus localement, sur la Loire, je sais que je suis classé, avec 80 boîtes que j'ai cachées personnellement, je dois être classé le 3e ou 4e cacheur du département. Et avec mes 2100 et quelques boîtes découvertes depuis que je pratique, je dois être dans les 20 ou 30 plus gros découvreurs du département, ce qui me situe très loin, mais 2 millièmes français, 100 millièmes mondial, enfin, il y a des, ce que j'appelle des fous furieux de la recherche, quoi. Alors, il y a 2 aspects, il y a l'aspect cacheur et l'aspect découvreur. Oui, il y a les 2 aspects. Alors, en général, on commence par rechercher, par découvrir. Alors, dans ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a? Ces boîtes, il y a toujours dedans ce qu'on appelle un logbook, un petit carnet, qui quelquefois est réduit à sa plus simple expression. C'est une feuille de papier, voire un petit rouleau de papier. Un carnet. Et puis, il y a également des petits objets variés, sans grande valeur, hein, mais 1, 2, 3, 5 objets variés. Alors quand on trouve une boîte qui contient de ces objets, on peut en prendre un, à condition de l'échanger contre un autre qu'on dépose soi-même. Alors personnellement, j'ai aussi une petite collection de peut-être 200-300 objets comme ça que j'ai gardé, mais que j'avais remplacé par d'autres choses. Bon, voilà. J'ai un petit peu abandonné cette pratique-là pour me consacrer un peu plus régulièrement à la recherche pure des boîtes. Parce que j'ai parlé de sites intéressants, comme les lavoirs, les fontaines, etc. Mais il y a aussi des sites qui sont purement des sites naturels, des randonnées, des circuits de randonnée qui font 10, 15, 20 km ou plus,
Et là, on a des boîtes qui sont réparties. Au minimum, il y a 161 mètres de distance à vol d'oiseau entre deux boîtes, c'est un dixième de maille. Alors, bon, voilà, je me suis mis de plus en plus sur ces recherches-là qu'on appelle des séries. C'est l'occasion d'une randonnée, d'une balade en forêt, EZ, ou en forêt ET, ou aussi, je pratique un petit peu partout en France. Actuellement, j'ai découvert dans 25-30 départements environ des boîtes différentes. Alors voilà, c'est un intérêt aussi particulier, chacun y trouve son propre plaisir. Mais là, mon plus beau circuit, alors j'ai fait des circuits de 30, 40, 50 boîtes, hein, ça m'est arrivé, le long de l'Allier dans la région de Clermont. Mon plus beau circuit, c'était un circuit de 365 boîtes dans le sud de la France, dans les massifs calcaires. 365 boîtes, 2000 mètres de dénivelé, 105 km, et pratiquement jamais un village ou très rarement une route, donc voilà, il fallait bien calculer son coût. J'ai parlé tout à l'heure de préparation en salle, enfin au bureau. Ouais, ça m'a pris pas mal de temps de préparation pour aller découvrir ce que les gens ont caché comme ça. Alors voilà, c'est pas du sport, mais c'est vraiment de l'exercice physique, quoi. Hein. Ça reste quand même sportif. Est-ce que c'est risqué? Alors c'est risqué. Tous les sportifs diront qu'ils pratiquent des activités non risquées, mais non, c'est pas risqué. Sachant que quelqu'un l'a posé cette boîte, donc quelqu'un y est venu. Après, le risque, il est de se connaître et de se dire là je peux y aller, là je peux pas y aller. Je connais des boîtes que j'ai vues qui sont, comme ça arrive assez souvent, cachées dans un arbre. Alors quand c'est caché dans un arbre, on prend ses jambes en son cou, ou du moins on se débrouille, on escalade l'arbre, on va chercher la boîte là-haut. Comme il faut écrire son nom dessus pour signaler son passage, on redescend en général, parce que se tenir, ouvrir la boîte, écrire, ça fait beaucoup de choses à la fois. On redescend et puis on écrit son nom, son pseudo, ce qu'on appelle, on log, hein. Et puis voilà, on remonte et on va tout reposer pour le suivant. Il m'est arrivé d'en trouver où, franchement, il faut être équipé de cordes, être en équipe, donc ça, je ne pratique pas. Alors ça, c'est des cotations extrêmement difficiles, non, ça, je ne pratique pas. Mais j'ai découvert des boîtes, comme par exemple, je suis assez content là d'avoir découvert, la plus ancienne boîte qui a été déposée en France, elle est dans l'Estérel, au bord d'une falaise, à laquelle on accède par un sentier dérivé, mais on n'escalade pas la falaise, bien sûr, mais pour aller la chercher, il faut s'approcher du bord, quoi. Et de temps en temps, j'étais un peu amoureux du rocher, je le tenais bien à deux bras. Hein. Oui, voilà. Alors, prendre des risques, non, c'est limité, chacun doit se connaître. Mais c'est une activité assez physique quand même. Oui, c'est quand même assez physique. Et puis, il faut bien regarder où on met les pieds et se tenir. Enfin, on n'est pas toujours debout pour accéder à la cage. Comment tu as découvert cette activité? Alors, j'ai découvert ça de façon assez fortuite, en deux étapes. La première, c'est que j'étais randonneur solitaire, comme je viens de le dire, il y a quelques années. Et le hasard m'a amené à une ruine dans l'arrière-pays niçois. Une ruine, et j'ai eu envie de faire le tour de cette ruine en me disant, il y a des gens qui ont vécu ici, c'est quand même assez étonnant. C'était à peut-être 5 ou 10 kilomètres de la première habitation, enfin voilà. J'ai fait le tour de ça, et en mettant le pied sur une petite dalle, genre lauze, hein, c'était pas des lauzes parce que c'était dans le sud, mais une dalle comme ça, mon pied a découvert une petite boîte avec un couvercle rouge du genre de celle dont on fait les prélèvements pour analyse, là. Et je me suis penché dessus, puis j'ai vu qu'il y avait un petit message. Et en fait, c'était pas du tout du géocaching. C'était un jeu concurrent qu'on appelle les cystes. J'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé grand-chose. Ça m'avait intéressé, questionné. J'ai pas trouvé grand-chose, pas beaucoup d'informations, sinon qu'un petit journal avait été créé, probablement par quelqu'un originaire de notre forêt. Voilà, je suis resté comme ça pendant 2 ou 3 ans, peut-être 4. Et un jour, alors que j'étais correspondant de presse, j'ai rencontré dans une association quelqu'un qui, en marge de la réunion, me dit « Ah, moi, pour me distraire, je pratique le géocaching. » Ah, mes yeux ont dû briller. Je dis, ça me dit quelque chose. En fait, non, je me trompais, je parlais des cystes.
Mais cette personne-là m'a rapidement expliqué de quoi il s'agissait, donc m'a raconté à peu près ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et voilà, j'ai voulu vérifier. Et malheureusement, j'ai vérifié et je suis tombé dedans. Malheureusement, non, heureusement, mais je suis tombé dedans et voilà, et c'est addictif un peu. Hein, ça devient une passion. Tu parlais tout à l'heure de pseudo, ça reste anonyme ou est-ce qu'il y a des rencontres entre vous? Est-ce que ça vous a permis de générer, effectivement, pas un club, mais de générer comme ça des rencontres? Oui, alors, c'est pas vraiment anonyme. On a des pseudos, évidemment. Enfin, et je sais que des gens se rencontrent parce qu'on appelle un événement. Hein. Personnellement, j'ai jamais participé à un événement comme ça. Je sais qu'il y en a un groupe qui s'appelle Géo Ripaille, parce qu'à partir de géocaching, il y a eu beaucoup de mots dérivés, des néologismes. Alors, quand on parle de voiture, on parle de géomobile. Quand on parle de vélo, on parle de géobike. Voilà. Et puis la géo-ripaille, parce que c'est l'occasion de casser une petite croûte ensemble, quoi. Mais personnellement, j'ai jamais participé. Il m'est arrivé de rencontrer des géocacheurs ou chercheurs sur le terrain. De temps en temps, ça arrive. Mais c'est quand même pas très fréquent, surtout pour moi qui pratique essentiellement en solitaire, quoi. Voilà. Est-ce que tu as par exemple une idée? Est-ce qu'on pourrait imaginer sur Montbrison ou sur sa région de faire un circuit comme ça de géocaching? Ah oui, oui. Est-ce que ça existe déjà? Alors, on peut imaginer d'en faire, bien sûr, mais ça existe déjà, donc la réponse est double. Personnellement, j'ai créé plusieurs petits circuits de géocaching en m'appuyant sur des choses existantes. Par exemple, j'ai tout un circuit qui suit exactement le circuit qu'on appelle des hérons à Chandieu. J'ai un circuit le long de la mare à Précieux. J'ai un petit circuit un peu plus en pointillé, mais un petit circuit dans la région de Chanel-Comtal. Et j'ai un circuit aller-retour à Savigneux-Moins, là où il y avait l'ancienne voie ferrée Montbrison-Lyon. Et voir le premier tramway qui avait été installé sur cette voie-là. Alors avec des caches répartis sur tout le secteur. Et puis il y en a d'autres qui ont été posés par des collègues anonymes que je ne connais pas et que j'ai pratiqué. Il y en a un sur Savigneux-Saint-Romain-le-Puy. Et personnellement, j'ai fait aussi quelques caches de l'entrée à la sortie de Montbrison sur le chemin de Compostelle. Si je veux faire du géocaching, comment il faut que je m'y prenne? Oh, c'est très simple, il suffit de télécharger une application qui s'appelle Géocaching sur un portable. Et puis ça y est, c'est parti, hein. On voit apparaître là où il y a des caches. Et on commence, on clique sur une, et puis on voit la distance, on voit tout ce qu'il faut, comme je l'ai expliqué, toutes les informations, quel est l'intérêt d'aller dans cet endroit. Et puis c'est parti. Alors, avec cette version, disons, de base, entièrement gratuite, hein. D'abord, il n'y a pas d'investissement pour ça. Hein. Il suffit d'avoir une paire de chaussures, une tenue, et puis de partir. Après, on peut, et c'est mon cas, et c'est le cas de nombreux adeptes, on peut s'abonner à géocaching, et ça coûte, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 euros par an, mais qui permet d'accéder à des caches qui ne sont pas visibles par ceux qui ne payent pas. Voilà, des caches un peu plus sophistiquées, un peu plus complexes, parce que, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais au-delà de la petite boîte cachée dans la nature, elles sont cotées en difficulté. Difficulté d'accès par le terrain, j'ai parlé tout à l'heure de celle au bord d'une falaise, donc de 1 à 5. Et puis, une fois qu'on est sur place, il faut la découvrir, la boîte, et quelquefois elle est si bien cachée que on fait chou blanc, hein. On est sur place, on tourne en rond et on ne la trouve pas, ça m'est arrivé. Environ, personnellement, je suis à peu près à 10% de chute, quoi, hein. Quand j'en cherche 10, j'en trouve 9. Qu'est-ce que ça t'apporte principalement, cette activité? Alors cette activité, elle m'apporte tout ce que peut apporter la randonnée. Le plaisir de la découverte, et puis le plaisir de découvrir des petites choses, du petit patrimoine, et
finalement, c'est aussi une activité, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est une activité culturelle, parce que on va voir une église, on va voir une chapelle, on va voir des croix dans des villages, on a des circuits qui concernent que des croix dans certains villages, ou au contraire autour d'un château, enfin voilà, et donc à la fois culturel et physique. Et puis, je rajouterai un dernier élément, mais qui est peut-être lié à l'âge, c'est que ça permet de faire des randonnées sur un rythme plus calme. Parce que quand on arrive sur les lieux où on est censé trouver une cache, une boîte, eh ben, on s'arrête, on cherche, et donc on a le temps de respirer et de reprendre son souffle. Alors là, je crois que ça, c'est peut-être la meilleure des solutions pour les plus anciens qui regrettent un peu la randonnée rapide. Voilà. Bah écoute, Louis, merci de nous avoir fait découvrir cette activité qui est quand même encore un petit peu méconnue. C'est encore un peu méconnu.